Mongo Betty. Trop de soleil tue l'amour. Roman. Édition Julliard, 1999. Chapitre 17. Aux côtés de l'homme à l'éternelle saharienne de bonne coupe, appelé Ebenezer, un prénom comme on n'en fait plus, Georges rencontra des personnages aussi étranges que son hôte, dont le comportement jurait avec l'exubérance traditionnellement prêtée aux Africains. Quoique tout-puissant, il semblait se complaire dans la semi-clandestinité des réunions nocturnes, des rendez-vous furtifs dans un hôtel jamais le même, des conciliabules en marge, des fastes protocolaires. À chacun l'homme à la saharienne de bonne coupe débitait le même roman, à la fois insipide et invraisemblable. Son ami Toubab arrivait tout droit de là-bas, ayant reçu de ceux d'au-delà des mers la mission de venir discrètement rassurer les dirigeants de la République dans un contexte africain bouleversé par de récents événements, de nature à jeter le doute dans les esprits. C'était une éminence grise là-bas, le vrai père Joseph dont le prestige avait orienté bien des décisions de première importance. Et s'il avait adopté ce masque d'effacement, c'était pour déjouer la curiosité des services américains toujours aux aguets. Tout le monde semblait se satisfaire de ce boniment, et Georges, pour comprendre cette attitude, hésitait entre la jobardise bien connue dans les services de coopération française de ces hauts dignitaires africains, et une improbable dissimulation pratiquée avec virtuosité, le soupçon d'un laisser-aller en spirale ne lui venant jamais à l'esprit, ni de ce que, dans la Rome des proconsuls, on désigna autrefois du terme viril d'impéritie. C'était un grand romantique qui, malgré la nouvelle tournure politico-mondaine de sa destinée, avait en réalité toujours l'esprit ailleurs. Peu doué pour l'introspection, il ne concevait pas que l'envoûtement exercé sur lui par ces lieux venait surtout du mystère où baignait ce palais des mille et une nuits, au fin fond de la forêt équatoriale. Il y a un truc, se répétait sans cesse le français. On ne m'ôtera pas de l'esprit qu'il y a un truc. Il avait vite douté de la sérénité, sinon de l'équilibre de son hôte et puissant protecteur. Il n'y avait guère eu de mérite. L'homme à l'éternelle saharienne de bonne coupe, Ebenezer, ne faisant guère mystère de son appartenance à la race des cyniques. Maintenant, une semaine à peine plus tard, c'était l'ère du soupçon systématique. Georges était devenu superstitieux, comme le tout venant africain, tentait de croire même à ce que les autochtones appellent les écorces, et de s'interroger à tout propos et surtout au sujet des délicieux vins et des excellents alcools qui lui étaient si généreusement prodigués. Pourquoi, par exemple, Ebenezer se montrait-il si jaloux du privilège de servir son hôte Toubab qu'il ne cédait jamais à personne d'autre? Il allait désormais se faire un devoir d'ouvrir l'œil. Le fait est que plus le temps passait, plus il prenait conscience qu'il s'entichait de la petite nièce, au point qu'il était ramené maintenant chaque jour auprès d'elle comme par une force inconnue, en dépit qu'il en eût. Élisabeth, se disait-il pourtant, était la seule femme qu'il eût vraiment aimée de sa vie. Entre Élisabeth et celle qui lui arrivait parfois d'appeler injustement la petite garce, c'était pourtant comme qui eût dit le jour et la nuit. Avec la petite nièce, se disait-il en s'essayant à parodier le français des Africains, puisque ce n'est pas l'amour, c'est quoi ça? Encore fallait-il apprivoiser la dite petite nièce, l'être le plus paradoxalement farouche qui peut-être exista jamais au monde. Le Toubab, grand connaisseur des femmes et surtout des Africaines, eut vite fait de trouver son chemin de Damas. Étant revenu un soir de la ville porteur d'une cassette vidéo, il emprunta l'un des nombreux magnétoscopes qui garnissaient les salles du palais et attendit l'heure nocturne où l'enfant avait maintenant coutume de venir le rejoindre. Il lui dit « Tu veux voir un film ?» Et, sans attendre la réponse de l'enfant, le Toubab poursuivit « Regarde, ça va te plaire. » Comme s'il avait connu ou deviné les attentes du public autochtone, le réalisateur montra d'abord avec une insistance proche de la provocation les chaussées impeccablement unies et lisses, exemptes d'excavations et de nids de poules, soigneusement entretenues, sur lesquelles roulaient des automobiles neuves ou en excellent état, ne crachant de fumée ni noire ni blanche. Défilèrent ensuite des images caractéristiques d'une banlieue résidentielle d'une ville moyenne française au printemps. Des buissons fleuris aux couleurs éclatantes bordaient les trottoirs. D'élégants pignons de villas d'un goût ravissant, quoique sans prétention, surplombaient la rue. Plus loin, c'étaient des façades de rêve aperçues derrière une murette de briques, une haie ajourée de conifères, une clôture de bois ou de béton, toujours à hauteur d'appui, et laissant aux passants le loisir d'admirer ces petites merveilles architecturales. La caméra s'attarda enfin sur les heureux habitants de ces lieux bénis. Elle montra sous plusieurs angles et en gros plan une jeune femme blonde vêtue d'un ensemble de laine, le cou frileusement enveloppé d'un châle de cachemire grenat. Elle poussait devant elle un landau presque fermé, laissant à peine apercevoir un bébé chaudement couvert. La séquence suivante allait, contre toute attente, se révéler fatale pour le personnage joué jusque-là par l'enfant énigmatique. Elle montrait un homme âgé, penché au-dessus d'un engin informe, une espèce de grosse boîte haute sur roulette. L'enfant, qui s'était pelotonné contre le Toubab, lui pinça tout à coup le bras et articula distinctement.
Qu'est-ce que c'est dit? C'était la première fois que l'enfant parlait ainsi en articulant comme tout être humain. C'est pas vrai, explosa triomphalement le Toubab, en même temps qu'il arrêtait l'image. C'est pas vrai. Alors comme ça tu peux causer. Qui l'eût cru? Explique, intima l'enfant en secouant et en pinçant capricieusement le bras du Toubab, comme eût fait n'importe quelle petite fille au monde. Attends un peu, oh, attends. Je veux bien t'expliquer cela et le reste. Mais seras-tu gentil avec moi après cela? Très gentil aussi. Tu me parleras désormais, tu promets? L'enfant ne lui répondit pas, mais se cramponna davantage au bras de ce Toubab qui aurait pu être son grand-père. Bon prince, le Français lui dit en lui caressant le menton, je vais t'expliquer quand même, je ne suis pas vache, moi. Ce que tu vois là, c'est une poubelle d'appartement ou de maison individuelle. Une poubelle, tu sais ce que c'est? Le vieux monsieur est en train de mettre dans cet engin toutes ses ordures. Un camion va passer et recueillera le contenu de cet engin. Tu as compris? Comme ça, il n'y a pas de tas d'ordures sur la chaussée comme ici, chez toi. Tu vois? L'enfant, en buvant littéralement ses explications, était agité de frissons qui traduisaient son ravissement ou plutôt sa stupéfaction émerveillée, se demandait le Toubab. Et pourquoi pas un tout autre sentiment, tout était si mystérieux avec cette gamine. Attends un peu, fit Georges, en remettant l'appareil en marche, saisi tout à coup par une inspiration. La nouvelle séquence représentait une Peugeot 406 flambant neuve. Elle quittait la chaussée, s'engageait dans une allée couverte de gravier, s'arrêtait devant un portail ajouré, dont les deux battants s'écartaient soudain, puis se refermaient derrière la limousine qui venait de disparaître. Dans la séquence suivante, un homme en descendait, ouvrait fébrilement la portière, puis traversait une cour, avant de franchir les marches d'un perron. Mais c'est toi? S'écria l'enfant haletante, tourné vers le Toubab avec une vivacité agressive. Et alors? Fit ironiquement le Toubab, parodiant l'oncle de l'enfant. Je n'ai pas le droit, peut-être? L'enfant fixait de grands yeux sur Georges avec une expression où se mêlaient l'envie, l'incrédulité, l'admiration et même la colère. C'était une situation que le Français connaissait bien. Il n'en avait jamais tiré autant de jouissances innocentes qu'en ce moment. Tous les enfants de ce pays, seuls sans doute au monde dans son genre, rêvaient de déserter le foyer de leur naissance pour partir ailleurs, trouver le bonheur au milieu d'autres parents plus protecteurs, plus fortunés, plus indulgents, qu'ils s'inventaient dans leurs songes désespérés. N'était-ce pas là le symptôme le plus éloquent de sa malédiction? Ça te plairait de venir en France avec moi, n'est-ce pas? Elle ne répondit pas. Mais à partir de ce jour, l'enfant fut une autre femme, toujours aussi peu loquace, certes, mais empressée désormais, comme soumise et même servile, toujours préoccupée à prévenir les désirs de l'homme, attentive à ses changements d'humeur. Peu à peu, le Français découvrit qu'il était inutile de poser des questions à l'enfant comme il l'avait fait jusque-là, qu'il valait mieux s'en remettre à ses confidences spontanées, au demeurant improbables, mais plus encore à ce que disaient ses actes, d'une lecture assez facile d'ailleurs. Dans un esprit qui n'était pas totalement désintéressé, il décida de poursuivre l'éducation de cet enfant sauvage par l'audiovisuel. En fait, ça l'amusait. Leur magnétoscope étant tombé en panne, il fallut en choisir un autre en sillonnant furtivement les couloirs obscurs et les innombrables salles de cette étrange demeure. L'enfant, plus malicieuse chaque jour, mais chaque jour moins loquace, eût-on dit, parut trouver dans cette occasion prétexte à dévoiler au Toubab quelques traits de la personnalité d'un oncle hors du commun. Comme des éclats de voix entrecoupés de cris de douleur se faisaient entendre un jour, et que la surprise avait un instant immobilisé l'étranger, l'enfant vint le prendre par le bras. Abandonnant le couloir emprunté jusque-là, elle l'emmena dans une nouvelle direction. Ils marchèrent avec hâte pendant des minutes qui parurent une éternité au blanc, elle sans aucune précaution, lui instinctivement à pas de loup, le cou rentré dans les épaules. Il venait de tourner brusquement à droite, lorsque les éclats de voix et les cris de douleur, auparavant lointains et assourdis, se firent tout à coup éclatants et proches. L'enfant fit signe à son compagnon de se dissimuler comme elle derrière un pilier. Ils découvrirent une scène d'un genre qui ne s'oublie pas. Sous la houlette du maître de séant, le dos tourné, absorbé dans la contemplation d'un chronomètre lové dans le creux de sa main gauche, des tortionnaires se succédaient pour cingler, avec un air de bœuf, le torse dénudé d'un homme qui, à chaque coup, poussait un hurlement déchirant. De temps en temps, comme en réponse au cri du supplicié, l'oncle, la main droite levée, rugissait à son tour des propos en langue vernaculaire. Qui torturait-on ainsi? Et pourquoi? L'enfant répondit à ces questions quand ils se furent éloignés, en secouant la tête de gauche à droite ou de droite à gauche, comme elle faisait toujours pour dire qu'elle ne savait rien. Mais quand le Toubab lui demanda « Est-ce que ça arrive souvent ?» À sa grande stupéfaction, l'adolescente agita tristement la tête de bas en haut. Ils en parlèrent plus. Rien qu'avec la vie quotidienne du palais et les activités plus ou moins occultes dont il était le théâtre, il y avait de quoi écrire un roman fleuve, plus volumineux qu'autant n'emporte le vent, mais, par malheur, infiniment moins héroïque et plus sinistre. La gamine, à l'insu des adultes, avait apparemment été témoin de scènes plus horribles que celles qu'il venait de contempler.
Ce n'était peut-être pas le moindre cause du traumatisme qui l'avait rendue presque muette, songeait le Français. Ce que découvrit ensuite Georges, toujours guidé par l'enfant sans avoir l'air d'y toucher, lui permit de faire un pas décisif dans la connaissance de cette société. Sitôt dépouillé de son éternelle saharienne de bonne coupe, le sieur Ebenezer, un prénom comme on n'en fait plus, même chez nous, s'enfermait quotidiennement pour s'adonner à la toxicomanie. À la manière désuète des Chinois de cinéma, il tirait goulûment, les yeux fermés, sur une sorte de gigantesque calumet à fourneau d'or, dont le tuyau, fait d'un métal luisant, baignait dans un liquide jaune. Puis, il sombrait dans l'insensibilité, une sorte de coma, vautré sur un canapé, aussi nu qu'Adam au jardin d'Éden, les jambes et les bras écartés, tantôt ronflant comme une toupie d'Allemagne, tantôt geignant comme un chiot prématurément sevré du sein maternel. Tel un grand timide, Georges était resté sur le seuil. L'enfant lui fit en vain des signes aussi insistants qu'énigmatiques. De guerre lasse, elle vint le prendre par la main et le fit asseoir auprès de son oncle, sans aucun effet sur le retour de ce dernier à la lucidité. Elle eut un sourire extatique. On eût cru qu'elle battait des mains après une espièglerie particulièrement savoureuse, au risque de scandaliser le Français. Tel Robinson dans son île, la gamine, à force de parcourir les couloirs de la bâtisse comme autant de méandres, d'explorer ses coins et recoins comme autant de pics et de vallées sauvages, avait fini par en connaître la géographie sur le bout des doigts. Elle était devenue la maîtresse incontestée et, à vrai dire, unique de ce domaine de contes fantastiques. Elle s'émouvait avec l'adresse d'un papillon et la grâce d'une libellule, voltant capricieusement de ci, de là, disparaissant, reparaissant là où personne ne l'aurait attendu. C'était au point qu'elle accédait sans aucune entrave à toutes les pièces susceptibles d'abriter l'intimité la plus secrète du gros homme. Car contrairement à ce qu'avait confié le notable au Toubab, l'homme à la saharienne de bonne coupe s'était bien aménagé une sorte de nid d'aigle dans le palais, peu accessible, presque inconnu. C'est ainsi, à n'en point douter, que l'enfant avait dû se dépraver si précocement, pensait Georges, toujours très petit bourgeois français en dépit des événements et des circonstances. La gamine montra un jour au Toubab le gros homme se livrant à des ébats croustillants, en compagnie de dames de diverses races, y compris des Toubabesses. Comme si elle avait voulu couronner une longue démonstration, l'enfant pénétra crânement sur la scène de ses privautés, fit mine de chercher un objet en prenant bien son temps, sans que personne parmi les acteurs, malgré leur tenue, parût le moins du monde se formaliser de son intrusion. Elle n'osa quand même pas venir chercher Georges, demeurer craintivement sur le seuil, et l'inviter à tenir en quelque sorte la chandelle. L'enfant avait imaginé une échelle tendue de récompense pour symboliser la mesure de sa satisfaction après chaque séance de vidéo. C'était pour le Toubab une énigme de plus, et un pas supplémentaire dans sa fascination pour la perversité prêtée à l'adolescente noire. Après un moyen métrage où l'on découvrait Paris en été, sous tous les angles, le jardin du Luxembourg notamment, avec ses bébés apprenant à marcher auprès des landaux, des adolescentes blondes jouant au tennis sur des cours ombragés par les platanes, les couples propres de vieux assis sur les bancs. La note fut médiocre, à la grande déconvenue de l'homme blanc, elle correspondait à peine à 12/20. En revanche, la séance où la gamine fit connaissance avec la vie dans une ferme normande fut dramatiquement miraculeuse. Appuyé au bras du Toubab, l'enfant ne cessa de s'agiter, de se tortiller à la vue du tracteur labourant, herçant, semant, pulvérisant. La moissonneuse-batteuse et ses techniciens affairés et graves lui arrachèrent des rafales de soupirs, de plus en plus précipités. La longue visite de la basse-cour avec son infinie variété de volailles, les séquences montrant les vaches dans l'étable, les bœufs dans le pré, les chiens et les chats allant et venant dans la grande salle où, à la fin, un repas était servi aux techniciens de la moissonneuse-batteuse dans des écuelles fumantes, portèrent inexorablement l'émotion de l'enfant jusqu'aux sanglots. L'homme blanc avait bien cherché cet effet d'électrochoc, mais n'en demandait pas tant. Il ne sut plus quelle contenance adopter. « Oh, ma poulette !» s'écria-t-il en prenant l'enfant dans ses bras, « tu pleures ? Qu'est-ce qui te fait un si gros chagrin? Les bêtes? Tu aimes les bêtes, toi? Tu aimerais bien vivre avec les bêtes et pas seulement avec les vilains molosses de ton monstre d'oncle. C'est vrai que la vie ne doit pas être joyeuse tous les jours ici pour une petite fille. Il s'en passe des drôles, dit, dans cette curieuse bâtisse, digne d'Héliogabale et de Sardanapale associés. Pardonne-moi, ma poulette, je me suis complètement trompé sur ton compte. Tu es une petite fille, une toute petite fille à qui on a volé son enfance, et qui en veut aux adultes, est-ce vrai? Tout en reniflant et en haletant, l'enfant essuya ses larmes en appliquant successivement la paume ouverte de chacune de ses mains sur ses paupières. Le même jour, à l'heure où l'oncle s'abandonnait rituellement aux délices des paradis artificiels, la nièce introduisit l'homme blanc, qui ne lui avait pourtant rien demandé, dans l'appartement secret qui servait de sanctuaire au maître des lieux. D'abord fidèle à son caractère timoré, le Toubab se contenta d'assouvir une curiosité innocente. L'instinct d'espionnage ne lui vint que quelques jours plus tard, à la 4e visite des lieux, sorte de caverne d'Ali Baba.
lorsque tomba entre ses mains un bordereau, dont chaque feuillet se divisait en une demi-douzaine de colonnes. En tête de la première figuraient 3 lettres suivies de 5 chiffres, sans doute un code, tandis que la dernière portait invariablement le mot dioxine. Alors le français mit les bouchées doubles, tirant profit autant que faire se pouvait de la technologie haut de gamme dont débordait l'endroit, jusqu'à la folie, pour photocopier à peu près tout ce qu'il put découvrir. Il se hâta de porter sa moisson au directeur de Landéconini. Celui-ci, le recevant à nouveau quelques jours plus tard, arborait une mine sombre. Avez-vous jamais, lui dit-il, songé à une menace physique? J'ai peine à comprendre, monsieur le directeur, fit le toubab sincèrement surpris. Mais oui, enfin, il y a des gens que votre curiosité peut mettre en danger à divers titres. Je ne suis pas un spécialiste du problème des déchets toxiques, loin s'en faut. Pourtant, je parierais ma modeste carrière et même ma tête que les documents que vous nous avez livrés, et dont des gens compétents sont en train d'éplucher les facsimilés à Paris, pourraient receler une bombe. Qu'est-ce à dire, monsieur le directeur? Vous le saurez d'ici quelques jours, disons plutôt dans 3 ou 4 jours, ça vous va? Une petite question. Croyez-vous vraiment indispensable de retourner là-bas? Attendez avant de répondre. Que je vous dise ceci. Pour nous, la mission est accomplie au-delà même de toutes nos attentes. Alors croyez-vous toujours indispensable de retourner là-bas? Oui, monsieur, à cause de la petite nièce, bien sûr. Libre à vous. Faites attention quand même, c'est extrêmement dangereux. Savez-vous ce qui vous arriverait si l'on venait un jour à se douter de la nature de vos activités? Aucune idée, monsieur le directeur, balbutia Georges, pris tout à coup de peur et se rembrunissant. Vous seriez fusillé ici sans état d'âme, croyez-moi. Oh, pas sur place publique, ce serait trop d'honneur, mais quelque part dans la forêt, sans cérémonie. Le seul recours des autorités diplomatiques, ce serait de rapatrier votre corps. Avez-vous entendu parler de la dioxine? C'est l'un des poisons les plus meurtriers que l'on imagine pour l'être humain. Sa toxicité est illimitée dans le temps de surcroît. Avant, nous n'avions que des rumeurs. Cette fois, je crains bien que nous ne tenions le corps du délit, si l'on peut dire. Je ne devrais peut-être pas vous en parler par prudence pour vous, sans compter que rien n'est encore absolument certain. Mais tant qu'à exposer un vaillant combattant, il vaut mieux que je vous informe, voilà qui est fait. On dit qu'un homme averti en vaut 2. Gardez cela pour vous, cher ami, et restons en contact. Bonsoir. À son accoutumée, l'homme avait parlé avec un débit rapide, une voix sonore, le dos tourné comme un espion de cinéma américain. Ce fut en effet au moins pour la sphère restreinte des diplomates français de la capitale une bombe quand la réponse de Paris tomba. L'homme à l'éternelle saharienne de bonne coupe était en cheville avec des trafiquants européens, peut-être même avec la mafia, pour le compte desquels il importait et stockait clandestinement, quelque part sur le territoire national, de la dioxine, un déchet chimique redouté comme la peste et indésirable dans les pays riches. En échange, Haroun al-Rachid, comme on appelait l'homme à la saharienne de bonne coupe dans les cercles diplomatiques, où il ne passait pas précisément pour un philanthrope, espèce au demeurant rarissime dans nos contrées, palpait quelques milliards en espèces sonnantes et trébuchantes. Ainsi s'expliquait l'immense fortune d'un homme qui n'avait accès à aucune caisse de l'État et dédaignait les crédits bancaires, et si arrogant en politique que la rumeur courait selon laquelle le chef de l'État voyait d'un œil inquiet cette montée en puissance de son conseiller théoriquement le plus influent. C'était en tout cas dans notre République bananière un personnage intouchable, de quel côté qu'on l'abordât. À la fin de son exposé, le directeur de Landéconini dit à Georges: Tout ça n'est pas très rassurant. Comment vous sentez-vous quand vous vous trouvez là-bas? Mais très bien, monsieur le directeur, du moins jusqu'à maintenant. Ne vous y fiez pas trop, ça peut se gâter d'un moment à l'autre. Vous avez affaire, nous avons affaire, à forte partie, à des gens beaucoup plus puissants que nous autres, plus puissants parfois que des États eux-mêmes, y compris le nôtre, cher ami. Bonne continuation. Ce même jour, l'ambassadeur de France recevant à dîner le directeur de Landéconini, sans leurs épouses, ainsi qu'il arrive dans les circonstances graves, lui tint ces propos qu'ailleurs on qualifierait ironiquement d'édifiants, mais qui, ici, ne sont que le pain quotidien. Quelle que soit la pertinence des preuves et leur force de persuasion, bouche cousue, nous étouffons tout, cela va sans dire. Voulez-vous vraiment un dessin, monsieur? Au lieu de nous demander, comme il est de coutume, qui serait éclaboussé en cas de scandale, il vaut mieux, dans notre situation, poser cette question: qui ne serait pas éclaboussé? Réfléchissez-y, monsieur. Qui ne serait pas éclaboussé? Vous désirez quelques éclairages? Sur le personnage, pour commencer, non seulement un proche du chef de l'État, qui, soit dit en passant, est le plus sûr ami de la France en Afrique, mais un grand bonhomme, croyez-moi, peut-être un peu dévoyé si on veut, et encore, un intellectuel d'une réelle valeur, un philosophe titulaire d'un doctorat de 3e cycle sur Nietzsche et la morale chrétienne. Le directeur de Landéconini se retint à peine de se récrier: La belle affaire! Autre sujet. Vous vous y connaissez en matière de stockage des déchets? Poursuivit l'ambassadeur. Pas du tout, répondit le directeur de Landéconini. Je sais seulement, comme tout le monde, qu'il y avait un mystère depuis l'affaire de Céveso. Plusieurs fûts de dioxine étaient portés manquants. Il fallait bien qu'ils se trouvent quelque part.
Exactement, monsieur l'ambassadeur. Qu'est-ce qui fait croire que ce sont les mêmes? Des milliers d'indices concordants. Hum, c'est une question extrêmement complexe, monsieur. Bien sûr, d'un point de vue exclusivement philanthropique et occidental, il serait regrettable de transformer l'Afrique en dépotoir de nos déchets. C'est ce qui se dit chez nous, non sans une certaine tendance à l'utopie, surtout chez nos jeunes, à qui on pardonne volontiers, parce qu'ils n'ont pas en leur possession toutes les données, comme nous. Mais supposons que les élites locales acceptent cette solution où, semble-t-il, elles ne laissent pas de trouver un certain intérêt. Allons-nous leur imposer à tout prix nos valeurs? C'est bien beau de dénoncer l'ingérence. Pour le coup, ce serait un bel exemple d'ingérence. Monsieur l'ambassadeur, se hasarda le directeur de l'Andéconini en s'essayant à la grandiloquence, c'est que nous devons considérer non seulement le passé, mais aussi le présent, et plus encore l'avenir. Que voulez-vous dire, monsieur? S'étonna l'ambassadeur, la fourchette suspendue, telle une épée de Damoclès, et le visage rembruni, car il n'avait pas l'habitude d'affronter une objection. C'est que, monsieur l'ambassadeur, rappelez-vous, il est aussi question d'un contrat concernant des déchets nucléaires livrables dans un avenir indéterminé, peut-être proche, peut-être déjà livré, comment savoir? J'avais oublié, convint le diplomate. C'est évidemment très grave. On pourrait même aller jusqu'à dire que ça change tout. Pourtant, après une longue minute de réflexion, une main caressant le pied d'un verre à moitié rempli de Saint-Émilion posé sur une nappe de lin arborant des broderies aux couleurs nationales. Oui, ajouta-t-il, je crains que, même ainsi, une telle affaire ne passe par-dessus nos têtes, monsieur. Je le crains fort. Que voulez-vous que je vous dise, mon cher? Que voulez-vous que je vous dise? Curieux refrain, songeait le directeur de l'Andéconini, en s'en retournant dans la nuit. Que voulez-vous que je vous dise, mon cher? Il est drôle, lui. Avec des Olybrius comme celui-là, pas de doute, nous allons tout droit dans le mur. Il s'en fiche comme tous ses semblables, qui se croient à l'abri du malheur dans leurs beaux bureaux. On aimerait bien savoir par quel miracle. Excellence. Sauf votre respect, le malheur n'arrive pas toujours qu'aux autres. Vous êtes ici pour le moment avec nous, parmi nous, à la merci des mêmes désastres, pour le meilleur comme pour le pire. C'est ce que dit monsieur le maire au nouveau marié, non? Pour le meilleur et pour le pire, tu parles. Pour le meilleur et pour le pire, rien que ça. Quand ça pètera, et ça va péter, nous y passerons tous, les négros, les petits blancs, les riches, les pauvres, les excellences de toutes sortes, les prolos, les cons, les intellos, tous, vous y compris. Des cinglés se baladent dans la nature avec entre les mains de quoi perpétrer le plus faramineux génocide de l'histoire, bien avant le Rwanda, et c'est tout l'effet que ça vous fait. Que voulez-vous que je vous dise, mon cher? Non, mais c'est pas vrai. En réalité, je vous le dis, un jour ça va péter. Pfft, plus rien, plus d'humanité. Eh bien, tant mieux. Parce que pour ce que l'humanité a apporté à la vie de la planète, merci. Vivement que ça pète. Que voulez-vous que je vous dise, mon cher? Non, mais c'est pas vrai. Vivement que ça pète. Chauffeur, arrête ici, je suis arrivé chez moi. Voici un billet de 10 000, garde tout, c'est ton jour de chance. Bonsoir. Et merde aux diplomates et aux cocus, tous des cons et des enfoirés. Mort aux cons. Il convient de faire la part de l'alcool dans la singularité quasi extrémiste et même subversive de cette envolée dans la bouche du diplomate. Parce que, en plus, ce type est un diplomate.